c'est un Congolais, hein, je pense, qui était hospitalisé, qui avait été jugé, qui était hospitalisé. Bon, peut-être que ses avocats avaient mis en scène cette image-là pour montrer sa situation difficile. Au Sénégal, on a eu à voir ce montage-là qu'on attribue à l'ancien Premier ministre John. Et pour que ça soit crédible, ils ont mis une photo du livre de Macky Sall, enfin, sur la photo, et aussi le logo de la TFM, quoi, pour faire crédible, alors que c'est une information totalement fausse. Et donc, c'est ce qui nous permet de dire que, par rapport à la suite suivante, par rapport à toujours par rapport au concept, il faut faire la différence entre une rumeur, une fausse information, mais aussi tout ce qui est théorie du complot, manipulation et propagande. Parce que la propagande, en réalité, elle existait aussi depuis longtemps. La propagande est une technique de communication qui est utilisée depuis longtemps. Elle désigne la stratégie de communication dont use un pouvoir ou un parti politique ou militaire pour déterminer la perception par le public d'événements, de personnes. Alors, elle cherche à convaincre d'un ensemble d'idées et de valeurs, mais aussi à mobiliser parfois ou à convertir. En réalité, quand on parle de propagande, on ne nous laisse pas le choix. Nous devons accepter ce qu'on dit parce que c'est ça. Et en général, ce sont les États ou l'armée, dans le cadre de conflits militaires, qui mettent en place des actions de propagande. Mais disons globalement que les techniques de propagande, en général, sont mises en œuvre en utilisant la psychologie et des techniques aussi relatives à la communication. Elles se concentrent sur la manipulation des émotions au détriment des facultés de raisonnement et de jugement. Mais il faut le dire, quand on parle de désinformation, en général, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est beaucoup plus pernicieux dans la mesure où nous devons, en tout cas pour échapper à cette situation-là, pouvoir comprendre la désinformation, savoir l'analyser, mais aussi savoir la déjouer avec tout ce qui est vérification des faits, fact-checking de manière générale. Alors, sur le travail de définition, je pense que Célesec a largement proposé des définitions concernant les fake news et autres. Je voudrais un peu poser la question concernant les journalistes. Tout à l'heure, j'ai dit que les influenceurs devraient quand même aider à mieux comprendre les mécanismes du web. Je le disais tout à l'heure. Mais quand il s'agit des journalistes, quelle est la posture qu'il faut peut-être adopter? Moi, je pense que les journalistes constituent une cible facile quand il s'agit de désinformation. Parce que en réalité, l'information est la matière première du journaliste. Voyez. Et parfois, si le journaliste n'est pas bien formé, si le journaliste n'est pas bien préparé, et c'est là où je salue cette formation-là, je pense que le journaliste il doit être bien préparé pour qu'il puisse comprendre qu'il est une cible. Et c'est une cible qui doit faire très attention par rapport à divers camps qui cherchent à le manipuler. Parce que quand on parle de désinformation, on pense que ce sont les hommes politiques qui le font, mais même l'État, une institution, un groupe d'individus, mais même des groupes médiatiques peuvent se mettre à produire de la désinformation. Toujours pour satisfaire une passion, pour satisfaire comment dirais-je, une vengeance ou pour atteindre un objectif. Ils sont prêts à le faire. Donc, il faut toujours essayer de repérer les fausses informations là pour pouvoir les décoder. Et dans le document que nous vous enverrons, aussi des recommandations dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, des millions de pages et de comptes sont supprimés à cause de ces supports-là. Mais je pense que Facebook devrait faire des efforts parce que Facebook, jusqu'à présent, dans le cadre de la liberté d'expression, Facebook continue à dire
qu'elle ne peut pas, en tant que plateforme, jouer le rôle d'arbitre de la vérité. C'est vrai qu'il faut privilégier sur ces plateformes-là la liberté d'expression, mais quand une information est estampillée fausse, si la personne n'enlève pas cette information, je pense que Facebook devrait avoir la latitude de supprimer ces informations-là. Moi, je pense que un autre élément qui appartient à Facebook, c'est WhatsApp. Vous savez, WhatsApp, aujourd'hui au Sénégal, nous avons plus de 10 millions d'abonnés à l'Internet mobile, et que l'on ait une formation aboutie ou pas, on utilise WhatsApp et on transfère aussi de manière très facile. Il suffit de cliquer, de faire transférer et les informations sont partagées. Je pense que ça peut être une bombe si cette application-là n'est pas accompagnée par une éducation aux médias sociaux. Je vous remercie dans l'attente de répondre à certaines questions. Merci. Alors, merci monsieur Ndiaye. Merci beaucoup. Merci pour la pertinence donc, de l'exposé. Merci également à monsieur Selesek. Je ne sais pas maintenant si au niveau de l'approche, est-ce qu'il faudrait qu'on enchaîne avec les discussions ou bien il faudrait donc pas plus ou moins qu'on laisse les autres collègues intervenir avant qu'on échange sur le contenu des différents exposés. Moi, je pense qu'il vaut mieux finir les différents exposés. Oui. Et on laisse suffisamment de temps pour la discussion. C'est mieux. OK. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup. À présent, nous allons aborder l'autre module. Il est vrai que le collègue Selesek, de même que M. Ndiaye, ont abordé des aspects qu'on va retrouver dans notre module à nous. Ils ont essentiellement évoqué donc, la viralité donc, là, des nouvelles, la vitesse de propagation donc, des informations, la puissance des réseaux sociaux. Ces éléments-là ont été évoqués. Maintenant, dans le cadre du module 2, nous allons plus ou moins étudier ce que nous avons appelé l'épidémie médiatique. Il y a certains qui ont même donné le nom d'infodémie, donc infodémie, en lien avec l'idée de maladie. Donc l'épidémie médiatique, les voies et moyens de la désinformation. Un peu, cet aspect a été plus ou moins abordé par M. Ndiaye et M. Selesek. Ce qui fait que nous, dans cette première session, nous allons voir essentiellement. J'espère que vous voyez donc là le slide, le partage. Ça apparaît? Non. Ça n'apparaît pas? Pas encore. Non. J'ai partagé. Là. Un instant. Excusez-moi un instant. Hein. Si M. Saïd m'entend, il peut enchaîner d'autant que je règle ce souci logistique-là. M. Gaï? Oui. Oui. Prof. Oui. Vous pouvez prenez le relais en attendant que je règle ce souci logistique-là. Allez-y. OK, sans problème. Comme l'ont dit les professeurs Ndiaye, Seck et Camara, je m'en vais directement donc parler un peu de nous, ce qu'on va essayer disons, d'analyser avec, de partager avec vous concernant toujours cette question de la désinformation, mais en lien avec la COVID. Ce qu'il faudra dire dès le départ, c'est que la COVID-19 est la première pandémie à l'ère des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce qui fait que toute cette désinformation, ces fausses informations, ces fake news ont eu cette ampleur que l'on ne connaissait pas avant. Je pense que parler un peu de cet écosystème numérique revient ici à prendre en considération, comme on le verra tout à l'heure, qu'il y a des îlots
disons, de désinformation. Parce que prendre en considération qu'il y a eu une mutation par rapport à l'écosystème médiatique, aujourd'hui nous sommes dans un écosystème, disons, numérique, qui au-delà même de l'aspect médiatique prend encore d'autres dimensions. Parce que aussi quand on parle des réseaux sociaux, il faudra peut-être prendre un peu en considération l'évolution. D'ailleurs, certains même ne vont pas parler d'Internet, mais vont parler des Internets. Parce que des années presque 40 jusqu'aux années 90 et maintenant des années 2000 jusqu'aux années surtout 2004-2005, surtout 2004-2005, c'est en ce moment-là qu'on a commencé un peu à voir la prolifération des réseaux sociaux, même si le mot existait déjà, parce que le mot réseau social existe presque depuis 1954. Certains parlent de Berns qui étudiait un peu comment les groupes humains dans un archipel essayaient de vivre en partageant des informations. Donc, ce qui est nouveau ici, ce n'est pas le mot en tant que tel, mais c'est plus l'aspect dispositif technologique. Donc, prendre en considération cet aspect, donc cet aspect de première pandémie à l'ère des réseaux sociaux, revient à interroger la pratique journalistique aussi à l'ère des réseaux sociaux. Au-delà de la pratique journalistique, c'est plus le partage d'informations. Et ici aussi, ça nous permet aussi d'interroger même ce qu'on appelle l'information. Est-ce que nous sommes dans l'information traditionnelle? Certains même vont aller au-delà de cela. Si je prends quelqu'un comme Christian Salmon, c'est lui qui a écrit une sorte de trilogie. Il a théorisé dans le monde francophone ce qu'on a appelé à un moment donné le storytelling. Par la suite, il a théorisé ce qu'il a appelé l'ère du clash. Et enfin, il a théorisé tout récemment avec la COVID ce qu'il appelle la tyrannie des bouffons. Pour lui, la COVID aussi a permis de mettre en lumière certaines figures. Les figures de Trump, les figures du Premier ministre indien, les figures de Bolsonaro au Brésil. Et donc, pour lui, il y a un changement qui est là. Et ce changement est lié même à cette forme d'information. Tout à l'heure, je vous disais que est-ce qu'on est dans l'information traditionnelle? Parce que quand on parle d'information, bon, même si c'est une notion protéiforme, l'information, certains vont vous dire que voilà, il y a l'information journalistique, ce sont les news. Il y a l'information knowledge, ce sont les connaissances. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de pandémie, quand on parle de cas contacts, quand on parle de cas communautaire, on fait appel, par exemple, à un médecin en santé publique qui nous explique cela. Donc là, on est dans l'information knowledge. Il y a aussi l'information algorithme. L'information algorithme, c'est cette information-là que l'on retrouve sur Internet. Et cette information répond à des calculs. Là, on peut évoquer l'intelligence artificielle, on peut évoquer tous ces algorithmes qui sont développés par les GAFAM, qui sont aussi développés par les géants chinois en ce qui concerne le numérique, mais aussi on a l'information au-delà de tout ça. Avec la COVID, on peut s'interroger, est-ce que l'information aujourd'hui, ce n'est pas une croyance? Parce que nous ne sommes plus dans l'ordre d'une mise en forme d'un message, mais derrière ce que l'on aperçoit, derrière, d'après les analyses qui ont été faites, c'est que c'est presque de l'ordre de la croyance, Essayez de voir un peu toutes ces informations-là qui ont été partagées pendant la COVID et qui continuent aussi à être partagées. Je vous donne l'exemple sur le vaccin. Une petite anecdote, hein, voilà. Ma tante qui s'est fait vacciner, parce qu'elle me dit que c'est une personne de 3e âge, donc il y a peut-être un âge ou bien 2 âges entre nous, nous a envoyé un vocal en disant que nous, les jeunes, nous ne devons pas nous vacciner. Parce que tout simplement, elle a entendu, et maintenant c'est de l'ordre de la croyance, que le vaccin aura moins d'effet sur les personnes de 3e âge que sur les jeunes. Donc, vous voyez un peu ici, donc, cette information, ce n'est pas seulement une mise en forme d'un message, ce n'est pas comme dans la latine, disons dans la racine latine, informare, mettre en forme un contenu, mais ici c'est mettre en forme aussi des représentations, c'est mettre en forme des imaginaires, c'est mettre en forme des représentations sur le monde, c'est mettre en forme peut-être des désirs aussi, parce que tout à l'heure, les professeurs Seck et Ndiaye sont revenus un peu sur ça, en parlant
de cette information qui va forger, de cette information qui va forger nos représentations. Donc, lorsqu'on interroge, ou bien lorsqu'on s'interroge sur la COVID par rapport à la désinformation, il serait prudent aussi donc, de s'interroger sur cette forme d'information, si je peux utiliser ce pléonasme, en se disant que peut-être qu'on est dans une nouveauté, on est dans l'ordre de la représentation, certes, on est dans l'ordre de la représentation, mais cette représentation derrière, c'est presque comme si c'était une idéologie. Essayez de voir un peu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Trump, je vous ai parlé, par exemple, en Inde, quand vous voyez un peu ce qui, aujourd'hui, on parle, disons, de ces cas-là qui se trouvent en Inde, parce que tout simplement, pendant très longtemps, si vous observez bien cette information depuis le mois de mars, mais le Premier ministre indien était presque en train de théâtraliser la gestion de la COVID, parce que pour lui, voilà, il suffisait de prier, et d'ailleurs, elle le prenait même en disant que COVID-19, 1 plus 9 égale 10, donc il faut faire tel nombre de prières dans tel ou tel aspect pour que voilà, le virus puisse disparaître. Donc pendant très longtemps, on était dans une sorte de théâtralisation qui répondait à un moment donné à une croyance, parce qu'il fallait partir de la croyance des personnes pour pouvoir maintenant utiliser cet aspect-là. Et aussi, quand on parle aussi de désinformation, souvent, pourquoi on a observé, et là, ce sont des études, hein, voilà, ce sont des études qui, surtout par rapport à des analyses qualitatives que nous sommes en train de d'éplucher, c'est que tout le monde pense que c'est l'autre qui va être désinformé, mais pas nous. En fait, ici, on est dans l'ordre de la subjectivité même. On pense que, voilà, moi, je vais penser que non, moi, je suis, voilà, moi, je suis vacciné par rapport à la désinformation, je ne serai pas désinformation. Ce sera toujours la faute à l'autre, ou bien ce sera toujours l'autre qui sera désinformé. Donc, vous voyez un peu, donc, à chaque fois, on pense que nous sommes, disons, dans un cercle sécuritaire de la désinformation, et c'est l'autre qui sera désinformé. Et même quand vous écoutez un peu le verbatim des journalistes, à chaque fois, on va tendre la perche à l'autre en disant que faites attention à tel ou tel média, parce que voilà, il risque d'être désinformé. Et quand on observe, d'ailleurs, dans un article, je revenais un peu sur ça, au départ, bon, vous allez me dire que c'était peut-être une cause nationale, mais au départ, la rétention d'informations appliquée par certains journalistes, par rapport à l'information officielle, pouvait être aussi comme étant, d'après la définition qui a été donnée par le professeur Selesek, pouvait être aussi considéré comme étant de la désinformation, parce qu'il y a eu rétention d'informations. Alors que l'information ici, c'était de l'information publique, c'était de l'information d'intérêt général. Parce que faire la communication du gouvernement, ce n'est pas faire de l'information gouvernementale ou bien de l'information publique. Et à un moment donné, on a observé, d'ailleurs, c'est quand le gouvernement a commencé à écarter certains médias et à revoir la manière de diffuser ces informations, que certains journalistes ont commencé à respecter. Et d'ailleurs, si vous allez sur Twitter et sur Facebook, jusqu'à présent, vous pouvez retrouver un peu des traces de certains journalistes qui disaient, par exemple, que bon, depuis le début, si on disait tout ce que nous savions, donc voilà, bon, peut-être le peuple allait se soulever. Vous voyez un peu, donc là, on est dans une sorte de jeu où c'est le journaliste qui est victime de cette désinformation, parce que tout simplement, il est question peut-être d'ordre, bon voilà, vous allez peut-être me dire ça, ils vont parler d'intérêt général, ils vont parler d'intérêt public, ils vont parler peut-être de sécurité, parce qu'à un moment donné aussi, on a utilisé des mots qui n'avaient rien à voir, avec la COVID, quand on parle par exemple de guerre, quand on parle par exemple, je ne sais pas, nous n'étions pas dans une situation catastrophique, disons, de guerre, parce que aussi la guerre, c'est bon. On a utilisé la métaphore de la guerre pour parler de guerre sanitaire, mais parler de guerre sanitaire, c'était pour mieux encore désinformer les gens, c'était pour mieux encore manipuler. Ça veut dire ici, ce que je vais pointer du doigt, c'est qu'on n'a pas été prudent à un moment donné par rapport aux pratiques qui étaient en train de se dérouler concernant les journalistes, concernant aussi le gouvernement, mais aussi par rapport au public. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a oublié que les périodes de crise, ce sont des moments de désinformation.
toutes les grandes périodes de crise, ce sont des moments de désinformation, mais aussi ce sont des moments que souvent les gouvernements utilisent pour faire passer des lois. Et je pense que là, peut-être revenir un peu sur ces aspects-là et essayer aussi peut-être de donner la parole aussi à nos auditeurs tout à l'heure pour voir un peu comment ils ont vécu aussi ces premiers mois. Parce que leur vécu, bon, je peux parler un peu de peut-être leur récit par rapport à la pratique, nous permettent aussi de comprendre à un moment donné, bon, avec aussi la distance aujourd'hui qui est nécessaire parce qu'actuellement, on a plus de recul, comment cette désinformation, mais comment cette machine a été organisée. Et comment ce processus, pour reprendre un peu le terme qui a été utilisé par le directeur Mamadou Ndiaye, comment ce processus aussi a évolué avec le temps. Parce que nous ne sommes pas dans l'événement ici. Nous sommes dans un processus qui a commencé, on a parlé d'infodémie avec l'OMS. L'OMS, depuis janvier, avant même mars, depuis janvier 2019, avait commencé à alerter un peu par rapport, disons, au coronavirus. Mais c'est quand on a commencé vers le mois de mars 2020 que les gens ont commencé un peu à parler. Mais je pense que parler ou bien redonner la parole après, par la suite, aux journalistes pour qu'ils puissent expliquer comment ils ont vécu les premiers mois, surtout les premiers mois, par rapport à leur pratique journalistique, par rapport au traitement de l'information. Donc, cette prise de parole nous permettra de mieux comprendre ce que je disais tout à l'heure, en disant que la désinformation a été au cœur au départ, comme je l'ai dit, c'est la première pandémie à l'ère des réseaux sociaux, mais à un moment donné aussi, il faudra se dire que cela n'a pas trop... Oui, allô, professeur. Est-ce que donc le PowerPoint, est-ce que le PowerPoint apparaît? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Non, c'est parti là, c'est parti. C'est parti encore? Ouais. Mais Saïd peut continuer. Hein? Ouais. Oui, donc 2 minutes après, je vous redonne la parole. Hein? Ça apparaît, hein? Oui. Ça apparaît. Oui. OK. Voilà. Prof, c'est bon. OK, donc... Oui. Ouais, peut-être faire une petite conclusion avant de vous redonner la parole. Tout simplement vous dire que donc, il y a eu des laboratoires, hein, parce que les groupes de WhatsApp sont des laboratoires, personne n'est à l'abri. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est très difficile de combattre aujourd'hui ces fausses informations. Parce que souvent, vous savez, bon là, ce sont des études qui ont été faites depuis tout à l'heure. Professeur Sele et professeur Ndiaye sont revenus un peu sur ça. Mais dans les sciences humaines et sociales, on a dit par exemple que la proximité sociale participe à renforcer notre croyance par rapport à une information. Et ici, quand on parle de proximité sociale, ça peut être aussi une proximité professionnelle. Essayez de voir un peu les groupes de WhatsApp des familles, les groupes de WhatsApp des promos, les groupes de WhatsApp, par exemple, des journalistes de la presse en ligne. Mais là, actuellement, quand vous observez ces groupes-là, on est presque dans une sorte de croyance collective par rapport à un aspect peut-être voilà, de notre vécu. Donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu les laboratoires. Et ces laboratoires sont un peu partout. Et toujours prendre en considération qu'il y a une multiplication des supports de communication. C'est lié un peu, disons, à ce phénomène du numérique, mais aussi que c'est la première pandémie qui a fait que, voilà, la première pandémie à l'ère des réseaux sociaux, mais aussi la première pandémie pour laquelle on a assisté en direct une recherche scientifique. Parce que pendant tout le temps, ou bien chaque fois, ce qui existait, c'est que voilà, les scientifiques mettaient des années pour mener une expérience par rapport à un médicament, ou bien par rapport à un mal, ou bien par rapport à un vaccin. Et c'était la première fois en direct que les scientifiques tâtonnaient par rapport à un vaccin. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, il y a eu une multiplication des théories du complotisme, des théories liées à tel ou tel aspect des fausses informations, et comme l'a dit tout à l'heure aussi le directeur, les deepfakes qui sont à gauche et à droite. Donc, c'est ce qui fait que quand on parle de Covid dans le Sahel, quand on parle de désinformation, quand on parle de pandémie, quand on parle d'infodémie, pour reprendre le mot de l'OMS, il y a un tas de questionnements qui sont là et quand même qui permettent
au moins d'analyser un peu notre rapport avec l'information, notre rapport avec la pratique journalistique, mais aussi notre rapport un peu avec cette nouvelle forme d'information, cette nouvelle forme d'information. Et le professeur Camara reviendra un peu sur ces notions-là et va les développer plus. Donc, ce sera... Merci, chers collègues, effectivement, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, notamment mettre l'accent beaucoup plus sur donc, les enjeux, donc les enjeux de ce nouvel écosystème médiatique, c'est important. Nous savons tous que Internet, notamment Internet, l'éthique, plus généralement, quand on parle de numérisation de l'information, cette numérisation de l'information bouleverse donc là les manières de produire l'information et également de la diffuser, mais également de la consommer. Certes, on a souvent tendance à dire, on dit souvent que l'information est un bien collectif, c'est certes un bien collectif, mais quand le support n'est autre que qu'un réseau, la notion donc là s'entend donc là plus ou moins par rapport aux conditions d'accès. Actuellement, donc là, on est en présence d'une abondance d'informations sur les réseaux sociaux. Donc ce qui fait que on assiste également à ce qu'on appelle une transformation donc du passage. On passe d'une économie de la rareté. On considère qu'avec les médias traditionnels, plus ou moins, on est dans une économie de la rareté. Mais avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, on est dans une économie de l'abondance. Donc là, on a une information à profusion. Donc là, également, au-delà de l'économie de l'abondance, on est essentiellement donc dans l'économie de l'attention. Un peu, ce sont ces réseaux sociaux-là, voilà ce qu'ils engendrent. Économie donc de l'attention, mais également économie de l'abondance. Et c'est important. Donc, tout à l'heure, le collègue Saïd Gaye évoquait également, donc voilà, plus ou moins, ces laboratoires. Ça a été évoqué aussi donc là, par les collègues Mamoudou Ndiaye et Célesec. Donc voilà, quand il parle donc là, plus ou moins de la viralité, donc des nouvelles et la vitesse de propagation, donc les nouvelles, ils ont également évoqué la puissance donc, des réseaux sociaux. C'est ce que nous, on a appelé donc là, les laboratoires de la désinformation. Parce que ces laboratoires-là, quelque part, constituent des facteurs de prolifération donc là, de l'information. Et également, ça a forcément un lien avec ce qu'on a appelé donc là, la mutation de l'écosystème. Cette mutation de l'écosystème donc la médiatique a forcément un impact sur le contenu donc des médias. C'est important. Il a aussi évoqué cette mutation-là. On avait dit que cette mutation, donc le système médiatique également constitue un catalyseur donc, de la désinformation. C'est un catalyseur d'information parce qu'on assiste à une surabondance donc, des contenus sous une logique marchande. À côté, on a également ce qu'on appelle donc, la libéralisation donc, là, des médias et donc là, cela a également un impact donc, là, sur le contenu des informations. Aussi, autre aspect donc, là, qui constitue aussi donc, là, qui constitue une des caractéristiques des mutations donc, là, de l'écosystème médiatique en tant que catalyseur de la désinformation, c'est essentiellement le brouillage. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, M. Dia a évoqué donc, les influenceurs. Aujourd'hui, il y a un brouillage donc, des frontières. Il y a un brouillage des frontières donc, là, entre journalisme et communication. Parallèlement à l'expansion du web, à l'émergence des réseaux sociaux, tout cela a contribué donc, là, à une profonde remise en cause donc, là, de la coupure entre producteurs donc, là, et consommateurs. Aujourd'hui, on est à la fois producteurs et consommateurs. Ce qui fait qu'on assiste plus ou moins à un relatif brouillage entre les frontières entre le journalisme donc, là, et la communication. Également, il y a un autre aspect également à souligner, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons bien, nous vous entendons très bien. Il y a un autre aspect à souligner qui me semble important. Essentiellement, au-delà de cet effet de brouillage des frontières entre le journalisme et la communication, il y a aussi, cela s'accompagne aussi d'une remise en cause du monopole donc, journalistique. Parce que forcément, quand on parle, tout à l'heure, le collègue Saïd Gaye l'a évoqué, quand on parle d'information, il y a une mise en forme. Mais avec les réseaux sociaux, donc là, il y a cette remise en cause donc là, du monopole journalistique des médias traditionnels. Il n'y a plus de médiation. Donc là, on a une démultiplication des messages. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Michel. Oui, merci de mettre la vidéo. Allô? Oui, on vous entend bien, Michel. Très bien, merci de mettre la vidéo. Voilà, merci. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je disais tantôt, au-delà du brouillage des frontières entre le journalisme et la communication, il y a une remise en cause du monopole journalistique. Il n'y a plus de médiation. Avec donc, là, les réseaux sociaux, il n'y a plus de médiation. Ce qui fait qu'on assiste à ce qu'on appelle une démultiplication des messages et des images
qui sont disponibles. Ce qui fait qu'il n'y a plus de médiation. Donc, on ne met plus en forme parce qu'il n'y a pas de contrôle en amont. Et ça aussi, donc là, c'est un des caractéristiques donc, de la mutation donc là, de l'écosystème. Mais également, nous savons tous aussi qu'avec les modèles traditionnels sont devenus complètement obsolètes. Dans la mesure où on a l'émergence de nouveaux modèles, qu'on appelle un modèle de la gratuité. Un modèle de la gratuité, dans la mesure où, essentiellement, le modèle de la gratuité a trait au développement essentiellement. Donc, ce modèle de la gratuité est essentiellement lié, plus ou moins, donc là, à l'essor d'Internet. Et dans cet essor d'Internet, tout à l'heure, je l'ai évoqué, dans la mesure où il n'y a plus donc, là, de ligne de démarcation entre journalistes et communicateurs. Auparavant, dans les médias traditionnels, on était dans la verticalité, mais là, avec les réseaux sociaux, on n'est plus dans la verticalité, on est dans l'horizontalité, essentiellement. Parce qu'avec le développement des moteurs de recherche, des plateformes d'échange et des réseaux sociaux, on a cet effet donc là, essentiel, substantiel qui a un impact sur le public. Et le public a tendance à se révéler. Parce que l'accès aux réseaux sociaux est beaucoup plus facile. Ce qui fait qu'on n'est plus dans la verticalité, on est dans l'horizontalité. On est à la fois consommateur et producteur. Ça aussi, c'est un aspect donc là qu'on peut retrouver donc là qui constitue une des caractéristiques donc là du nouvel écosystème médiatique. Donc, on est essentiellement dans ce qu'on appelle un écosystème numérique vecteur donc des informations virales. L'ère numérique et la logique. Donc là, tout à l'heure, j'avais dit que plus ou moins, on peut être à la fois consommateur et producteur. L'ère du numérique, donc là, a supprimé plus ou moins les barrières. Donc là, il n'y a plus donc de barrières à la publication. Et cette ère numérique également est marquée par ce qu'on appelle plus ou moins un transfert des outils de production. Ces outils de production qui, à la base, étaient uniquement entre les mains d'un journaliste, donc là, se retrouvent maintenant entre les mains d'un public beaucoup plus large. Donc là, on n'est plus dans la logique, comme je l'ai dit tantôt, verticale, horizontale, on est dans la logique de la coproduction. À la fois consommateur et producteur. Donc, ça également, c'est un aspect donc là, qu'il fallait aussi donc là, souligner. Autre aspect aussi, quand on parle également de laboratoire de la désinformation, aussi avec le facteur de prolifération, c'est essentiellement dans la mesure où l'accès à Internet est, donc là, est plus ou moins gratuit, à moyennant donc plus ou moins un abonnement. Donc, plus ou moins, on a des gens qui peuvent, donc là, des citoyens qui peuvent être à la fois consommateurs et producteurs. Là également, forcément, ça a un impact. Il y a une remise en cause donc, des médias traditionnels. Il y a un contexte de méfiance de la parole officielle. Et durant le Covid également, on a assisté donc là, on a eu des informations donc là, qui font écho plus ou moins donc là, où il y a une remise en question essentielle donc, de la parole officielle. Les gens ont tendance à se tourner beaucoup plus donc là, vers les médias donc là, les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on a forcément une classification manichéenne. Donc là, les médias de masse, donc là, contre les médias donc là, alternatifs, donc là, qui sont supposés détenir la vérité. Tout à l'heure, donc là, les collègues ont abordé plus ou moins donc là, les théories du complot, et ces théories du complot donc là fleurissent donc là, SM notamment dans les réseaux sociaux. Donc, ces laboratoires de la désinformation là, avec le facteur de prolifération, donc là aussi engendre également donc là, une méfiance de la parole officielle par rapport donc là également aux médias traditionnels. Également, et du coup, ces réseaux sociaux-là deviennent donc là tout à l'heure ce que M. Gay a évoqué, ils deviennent donc là plus ou moins donc là, des alternatifs, donc là, ils deviennent des îlots de propagande donc là douce plus ou moins. Parce qu'on remet en cause essentiellement donc là, la parole officielle. Et cette parole officielle, souvent, elle est remise en cause et ça passe souvent par le truchement donc là, des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un aspect à prendre en compte. Tout à l'heure, par rapport à la viralité donc là, des fake news évoquées par M. Ndiaye et M. Selesek, on dit que le fake news, souvent, donc là, les fake news se propage 6 fois plus rapidement que les vraies informations. Vous voyez donc également, ça corrobore plus ou moins cette idée donc là, que les réseaux sociaux donc là constituent le laboratoire de la désinformation. Et le webinaire de la semaine dernière l'a évoqué à dessein, donc là plus ou moins donc l'importance, l'impact que ces réseaux sociaux engendrent donc là dans la dissémination, donc là dans la propagation des informations. Alors,
il y a aussi il y a aussi donc, un aspect donc, là qu'il faut souligner. Au-delà donc, là, de l'évolution de cet écosystème également, ça ne se limite pas uniquement, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un écosystème qui est là, qui est favorable à la dissémination donc, là, des fake news, donc, là, de la désinformation, mais également aussi, il faudrait aussi qu'on puisse analyser quels sont les ressorts, comment se manifeste donc, là, cette désinformation-là. Comment se manifestent ces désinformations? Quelle est la rhétorique qui accompagne donc là ces désinformations? Quels sont les propos? Quel est le contenu donc là qui accompagne ces désinformations? Est-ce donc là des propos? Est-ce donc là essentiellement de l'information écrite? Est-ce donc là d'images? Et nous savons qu'avec les réseaux sociaux, les gens ont une appétence donc là sur les images. Facilement, ils peuvent cliquer et en cliquant donc là, ils reproduisent une information qui est fausse. Je repasse la parole à M. Saïd Gaye. Je reviendrai donc là derrière pour un peu prendre en compte cette dimension donc là, de l'épidémie médiatique, donc les ressorts et mécanismes de la désinformation. Monsieur Gaye. Monsieur Gaye. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. OK. Merci. Hein. Toujours pour revenir un peu sur peut-être ces ressorts et mécanismes de la désinformation, je vais aborder 4 points, pour, et lui après il va revenir pour mieux expliquer ces aspects-là. Ce qu'il faudra dire, c'est que quand on parle de désinformation, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler une rhétorique de la désinformation. La rhétorique de la désinformation, c'est quoi? C'est que la rhétorique, d'abord, on pense que c'est l'art de bien dire, mais au-delà de l'art de bien dire, pour reprendre Aristote, c'est aussi l'art d'agencer les paroles pour partager une vision du monde, mais aussi pour avoir une visée sur le monde. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on parle de la rhétorique de la désinformation est bien organisée avec son propre vocabulaire, avec son propre style, avec ses lexiques, avec sa manière plus ou moins de faire. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler dans cette rhétorique de la désinformation la parole manipulée. Quand on parle de parole manipulée ici, sur le plan de la recherche, on fait allusion un peu à Philippe Breton qui en parle un peu, mais même dans nos sociétés, on nous parle de paroles manipulées. Voilà, de paroles manipulées. Bon, pour reprendre un peu le Wolof, que je maîtrise plus que le manding, voilà, mais même chez les mandingues, il y a ce qu'on pourrait appeler le kuma, voilà, qui est cette parole-là. Et cette parole-là aussi, elle peut être manipulée parce que même si nous sommes dans des sociétés dites électroniques ou bien nous sommes dans des sociétés de l'écriture et tout cela, dites-vous bien que nos sociétés continuent encore à être des sociétés orales. Ce qu'on appelle un peu l'orature. Ça veut dire que c'est à partir de la parole que tout se fait. Bon, ça, on pourra même évoquer, même si vous voulez, même la création du monde, hein, si vous voulez. Voilà. Que ce soit dans... tout à l'heure, je vous parlais de croyances, mais même les religions, nous sommes dans des sociétés de la parole. Voilà, nous sommes dans des sociétés de la parole. La Bible nous dira que voilà, qu'au départ, peut-être au commencement était Dieu, voilà, ou bien au commencement était le Verbe, voilà, bon, vous comprenez un peu. Dans la religion musulmane aussi, voilà, bon, il y a toujours cette notion de kun fayakun. Quand vous allez aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de l'Afrique, mais quand vous allez chez les Mandingues, il y a ce qu'on peut appeler comment. Ça veut dire donc tout se crée à partir de cette parole-là. Mais sauf que ici, cette parole est manipulée. Cette parole est manipulée par les utilisateurs, mais cette parole aussi est manipulée par rapport à ce que disons, les supports de communication permettent. Aujourd'hui, les supports de communication nous permettent de manipuler une parole. Mais au-delà de manipuler une parole, de manipuler tout ce qui est message. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les biais cognitifs. Ça veut dire que donc là, on est un peu dans une sorte de manipulation par rapport à la connaissance. On pense que ce sur quoi on est en train de parler est du vrai, mais derrière, vous allez voir qu'il y a une mise en scène. Parfois même, il y a une mise en scène de la connaissance, parce que là, ici, comme je vous l'ai dit, on n'est plus dans l'information comme mise en forme seulement, mais derrière l'information, il y a de la connaissance, il y a de la croyance. Ensuite, il y a la mise en scène de la désinformation. La mise en scène de la désinformation, c'est que tous les supports que nous utilisons actuellement sont des supports qui ne permettent pas
d'être sûr à 100%, ce que l'on pourrait appeler la vulnérabilité. Actuellement, nous sommes dans une vulnérabilité informationnelle. La vulnérabilité informationnelle, chacun va penser que c'est son prochain qui est vulnérable. Mais par exemple, nous laissons sur Internet nous permet de comprendre que donc même les réseaux sociaux, nous n'avons pas ce qu'on pourrait appeler à un moment donné dans la sociologie de la communication, dans la sociologie du journalisme, ce qu'on pourrait appeler une appropriation, parce que nous laissons des traces partout. Et ces traces-là peuvent être utilisées par rapport à cette mise en scène de la désinformation, que ce soit l'image, que ce soit voilà, par rapport aux autres supports, vous allez voir que voilà, ce sont des supports de la parole manipulée, surtout l'image. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler des technologies, bon, ça, c'est pas de moi, c'est pas moi qui, voilà, c'est Antonio Caselli qui le dit. Antonio Caselli, qui réfléchit sur l'utilisation des réseaux sociaux, surtout le rapport entre les réseaux sociaux, nos données personnelles, ce qu'on appelle un peu le travail avec les clics, c'est ce qu'il appelle un peu les technologies capacitantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui nous permettent de capaciter, non pas seulement l'individu, mais de capaciter aussi ces paroles manipulées, de capaciter aussi, par exemple, cette désinformation. Essayez de voir un peu. La désinformation est tellement huilée que ça passe comme lettre à la poste, pour ne pas dire que ça passe comme, disons, un clic qu'on envoie. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les mécanismes persuasifs de la désinformation. Et là, tout à l'heure, le professeur Camara reviendra un peu sur ça. Il y a un travail de cadrage. Pour comprendre le travail de cadrage, il va revenir un peu sur ça. C'est-à-dire que le réel ne se donne pas à voir. Bon, ça, c'est pas de moi, ça, c'est depuis très longtemps. On pense que le réel, c'est une construction. D'ailleurs, Nietzsche le dira. Il dira que la réalité n'existe pas. Il n'existe que des constructions sur la réalité. Maintenant, ici, on va manipuler la réalité parce que la carte, c'est pas la réalité. Ce que l'on nous donne à voir, c'est pas la réalité. Il y a toujours une médiation qui est assurée peut-être par l'écran, qui est assurée peut-être par la télévision, qui est assurée peut-être par le journaliste. Maintenant, il y a un cadrage sur ce réel-là. Sur ce réel qui ne se donne pas à voir parce que le réel est fuyant, mais aussi un cadrage par rapport au contenu. Donc là, ici, dans la médiation, pour ne pas dire dans la médiation, je ne parle pas de médiatisation d'abord, mais dans la médiation, le fait de venir et de partager cette information, il y a un cadrage. Le journaliste va cadrer, mais aussi celui qui va partager l'information va cadrer. Essayez un peu. Tout à l'heure, on a parlé des influenceurs. Bon, il y a des influenceurs qui n'influencent que, bon, peut-être, voilà, qui n'influencent même pas leur chambre. Hein, bon, mais ça, c'est... Mais essayez de voir un peu. Quand il s'agit, par exemple, de parler de vaccins, ou bien quand il s'agit, par exemple, avec la COVID, de parler un peu de complot, à chaque fois, quand quelqu'un parle, vous pouvez, rien que par rapport à ces vidéos passées, ou bien par rapport à ces posts passés, comprendre comment il va cadrer cette information-là. Et ce qui fait que, ici, ce cadrage-là aussi marche par rapport au réel, c'est qu'il y a une attente. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que nous sommes presque dans le domaine de la croyance, parce qu'il y a une attente. Il y a une attente pour me mettre à l'aise quand je reçois une information, mais j'attends une information qui va plus ou moins m'assurer. C'est-à-dire que si je cherche un confort informationnel par rapport à mes croyances, un confort informationnel par rapport à mes attentes, même par rapport même à mon horizon. Donc, essayez de voir un peu. Il y a des gens, par exemple, quand leur cadrage, c'est toujours par rapport à la religion. D'autres, leur cadrage, c'est toujours peut-être par rapport aux relations entre le Nord, bon, on ne peut même pas parler de Nord et du Sud, mais entre les pays, en parenthèse, forts économiquement et les pays faibles économiquement. Donc, à chaque fois, il y a un cadrage qui est là. Et l'autre élément aussi, pour terminer par rapport à ça, c'est le recours massif aux techniques de manipulation de la parole. C'est-à-dire qu'avec la parole, on peut tout faire. Et ces techniques sont là. Et les gens se préparent par rapport à ça. La prise de parole, derrière cette prise de parole, il faudra toujours aussi interroger les mécanismes de ces énonciations-là. On parle d'où? On parle de quel contexte? Comment se manifeste cette prise de parole? Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs techniques, pour manipuler cette parole-là, que ce soit une parole officielle, même si, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Camara, il y a un discrédit sur la parole publique, sur cette parole officielle, mais aussi sur cette parole-là qui se vaut, entre parenthèses, contre
contre le discours ambiant, contre le discours officiel, vous allez voir que derrière aussi, il y a de la manipulation. Certains qu'on appelle plus ou moins, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, quand ils parlent le plus souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a un recours massif aux techniques de la manipulation de la parole. Et ce recours-là, c'est un peu dans la communication argumentative. Parfois, c'est des arguments analogiques. Ils vont prendre un exemple quelque part et ils vont venir voilà, donner cet exemple-là. Et donc là, on est dans l'argument analogique parce que aussi comparaison n'est pas raison. En disant, par exemple, que telle personne a pris le vaccin, après, voilà, il y a eu des antécédents, ou bien il est mort par la suite, et en prenant le contexte local, vous voyez que là, ça peut fausser, on est dans la manipulation. Ça peut être aussi ce qu'on pourrait appeler des arguments communs, des arguments que tout le monde connaît. Par exemple, on va vous dire que, oui, bon, il y a des non-dits dans le vaccin, mais on ne peut pas tout dire dans un vaccin. Ça c'est une évidence, même si l'évidence n'est que de surface, mais ça, c'est une évidence. À chaque fois, quand on nous parle de vaccin, on ne peut pas tout nous dire. Et aussi, il n'y a pas de risque zéro. Même respirer contient un risque. Et ensuite aussi, il y a ce qu'on pourrait appeler des arguments d'autorité. Les arguments d'autorité dans la manipulation de la parole ici, c'est quoi? C'est que souvent, on va prendre référence par rapport à notre charpente, entre parenthèses, idéologique, ou bien par rapport à notre croyance. Par exemple, quand on vous dit que voilà, bon, certains vont utiliser des versets de la Bible, d'autres vont vous utiliser, par exemple, des versets du Coran, mais d'autres aussi vont utiliser des arguments d'autorité en disant, par exemple, telle personne a dit que voilà, tel ou tel, il faudra faire attention. Et là, on est dans l'argument d'autorité, et l'argument d'autorité peut être aussi une manipulation de la parole. Donc là, il y a eu un recours massif aux techniques de la manipulation, il y a des mécanismes persuasifs de la désinformation, il y a une mise en scène de la désinformation, il y a aussi le cadrage et il y a aussi la rhétorique de la désinformation. De manière ramassée, professeur Camara, voilà ce sur quoi je voulais peut-être vous redonner encore la parole pour que vous puissiez un peu plus développer cet aspect-là qui est lié aux ressorts et mécanismes de la désinformation. Merci. Merci, prof. Merci, prof, pour un peu corroborer vos propos. Pour corroborer vos propos, effectivement, je pense que c'est le collègue Ndiaye et Célesec, dans leur prise de parole, ils ont évoqué donc là cette tendance que les citoyens exposés donc là aux informations relatives à la COVID, ils ont tendance à croire donc là à des informations qui renforcent donc là leur croyance ou donc là des préjugés. Un peu, c'est ce qu'on appelle plus ou moins le biais de confirmation. Mais tout à l'heure, le collègue Saïd Gaye l'a évoqué, c'est important. Je l'avais dit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias traditionnels, que ce soit dans les réseaux sociaux, essentiellement, l'information donc là est véhiculée à travers donc là, au-delà du dispositif technique, c'est à travers donc un contenu. Ce contenu-là, c'est essentiellement de l'image, mais également c'est donc là un contenu informatif constitué de mots. Et là, facilement, la désinformation donc là, elle va prospérer, elle peut prospérer facilement. Et M. Gaye l'a dit tout à l'heure, il y a forcément une mise en scène. Il y a une mise en scène. Ne serait-ce que cette mise en scène, elle peut être perceptible donc là, dans l'utilisation qu'on peut faire donc là, des images donc là, dans les médias, mais également à travers donc là, les réseaux sociaux. Mise en scène, des retouches, des Photoshop, des photomontages, donc là, le détournement même, donc là, tous ces éléments-là, étant donné que, plus ou moins, on a l'habitude de dire qu'une image vaut 1000 mots. Là, c'est 1000 mots. 1000 mots, c'est M-O-T-S. M-O-T-S. Mais également, ces images-là, donc là aussi, et ceci, donc là, valent également 1000 mots. 1000 mots, donc là, M-O-U-X. Essentiellement, parce que essentiellement à travers cette dissémination donc là, donc des fake news, donc là, de la désinformation, ça peut engendrer donc là, des problèmes d'ordre sanitaire en lien bien sûr avec le Covid. Parce que quoi que l'on puisse dire, la manière dont un producteur, donc là, qu'il soit donc la journaliste ou un influenceur, la manière dont un producteur plus ou moins donc d'informations enchaîne les images, le cadrage, le rythme, le montage et même la musique. Tous ces éléments-là participent donc là à construire donc là l'image. Donc forcément, on est dans ce qu'on appelle donc là, il y a un cadrage qui est là. Surtout quand ces images-là donc là sont associées aux émotions. Et là, ça montre donc là un peu l'impact que ces réseaux sociaux-là peuvent constituer donc là, au niveau donc là par rapport à la désinformation. Donc, si vous vous rappelez, je ne sais pas, au Sénégal, pour ceux qui avaient suivi l'actualité au début donc là, du Covid,
je pense que c'est Africa Tech qui a révélé donc là cette vidéo-là, où on montre plus ou moins donc là des étrangers, donc dans un village donc, de Casamance, et on dit que donc là c'est le début de la vaccination, alors que c'était essentiellement, c'était pas une vaccination, donc, parce qu'à l'époque il n'y avait même pas de vaccin donc là pour prendre en charge donc là, le Covid. C'est essentiellement donc là, des gens qui étaient des bénévoles qui étaient donc là, dans des villages reculés donc là de la Casamance, qui étaient pour distribuer donc là des fournitures scolaires. Vous voyez donc là plus ou moins. Là, alors que celui qui a eu à diffuser cette image-là, donc là, nous dit qu'essentiellement, on est dans une campagne de vaccination, alors que c'était très loin d'être le cas. Donc, ça montre également que cette mise en scène de cette désinformation peut passer à travers donc, là, les images. Et, je vous montre, je partage avec vous donc, cette image-là, j'espère que vous la voyez. Ça, c'est l'image. On ne voit pas les images. On ne voit pas les images. Vous ne les voyez pas? Attendez, je vais partager encore. C'est bon? Ça apparaît? Ça apparaît? Absolument. Ça apparaît, ok. Je vous montre cette image, par exemple. Cette image, donc là, plus ou moins, qu'on a retrouvée également dans WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est l'image originelle. À côté de cette image originelle, donc là, il y a une manipulation de l'image. Vous voyez? Il y a eu, donc là, on a passé de cette image, donc là, sur Photoshop, et on a fait porter, donc là, au président et à ses ministres, donc là, des masques. Voilà, c'était également, on est essentiellement donc là, dans cette désinformation-là qu'on évoquait tout à l'heure. Autre aspect, toujours dans la même logique, voilà, c'est la même image. Là qu'est-ce qu'on a? On nous montre, c'est une image donc là, diffusée par l'AFP. Ce n'est certes pas donc l'image qui parle du Sénégal, mais essentiellement donc l'image donc là qui parle d'une manifestation aux États-Unis. On voit une femme donc là qui apparemment l'image dit que c'est une femme qui porte donc là un cadavre. Rien qu'à regarder quand même porter un cadavre d'une seule main, ça pose un problème. Là, vous voyez donc là également on est dans cette logique de la manipulation des images. Ce n'est pas donc là une photo de cadavre, c'est essentiellement donc là, la photo donc là de manifestants américains donc là qui à l'époque, le 27 mai 2020 manifestaient contre la gestion que l'État américain faisait donc là du Covid-19. Et ils ont eu donc là plus ou moins à mettre en place, à confectionner donc là, des cadavres symboliques. Donc là, vous voyez là également on est dans cette logique de la manipulation là et également aussi donc là du montage ou du faux. Pour montrer aussi donc l'impact aussi donc là que l'image peut jouer donc là, dans cette désinformation là. Donc ça c'était des éléments donc, pour illustrer un peu cette logique de la désinformation. Maintenant j'en reviens un peu à ce que plus ou moins M. Gaye évoquait, les cadrages. J'avais tantôt, ça a été évoqué par M. Ndiaye donc, quand il parlait donc, de cette tendance qu'ont les citoyens donc, là, à croire plus ou moins donc, aux informations qui renforcent leur croyance ou leurs préjugés. C'est ce qu'on appelle essentiellement, c'est ce qu'on appelle les mécanismes persuasifs de la désinformation, notamment le cadrage. On a là un cadrage qui est biaisé. Pourquoi c'est un cadrage qui est biaisé? À travers ce biais de confirmation, ça fait référence essentiellement à la préférence accordée aux informations qui confirment nos croyances. C'est un peu ce que disait Nicolas Mouroudia dans sa prise de parole. Essentiellement, on est en présence de biais cognitifs qui sont des mécanismes de pensée donc, voilà, qui poussent le cerveau plus ou moins à tirer donc, des conclusions souvent incorrectes. Donc là, souvent, on a un schéma de pensée qui peut être trompeur ou faussement logique. Tantôt, M. Gaye l'a évoqué, donc l'analogie. On est là dans ce biais de confirmation, on est en présence d'une forme de pensée qui permet donc, là, à l'individu de porter un jugement, donc, là, de porter un jugement ou de prendre donc, une décision donc, là, qui plus ou moins rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, là, le biais de confirmation. Mais également, autre aspect qu'on peut aussi retrouver donc, parmi au-delà du biais de confirmation, aussi, on a dit que souvent, nous avions dit que l'information, donc la fausse, la désinformation prospère à travers les réseaux sociaux. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle la confiance, donc là, sans évaluation de la crédibilité. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas, on n'a pas le temps. J'avais dit qu'on était dans une économie donc là, de l'abondance. Donc on n'a pas le temps d'évaluer donc la crédibilité de l'information donc là qu'on a en face de nous. Donc, voilà, on n'a pas le temps donc, de la mesurer. Donc, parce qu'essentiellement, il faudrait qu'on puisse évaluer la crédibilité d'une source. Donc, quelle est la source qui a diffusé cette information-là? C'est important. Donc, évaluer la crédibilité d'une source de nouvelles consistera plus ou moins notamment à évaluer les sources, les allégations, à rechercher donc, par des preuves, à chercher donc, des confirmations dans d'autres médias.
à évaluer les références de l'auteur, de l'éditeur et même du site web. Ouais, c'est important. Mais avec les réseaux sociaux, on a constaté que souvent, donc là, ce qu'on appelle les clickbait, donc là, on a tendance à cliquer et en cliquant, on reproduit l'information. Sans pourtant, donc là, prendre conscience de l'impact que cela peut causer. Également, donc là, au-delà de cette limite, donc là, de cette absence d'évaluation de la crédibilité, on a aussi des limites de l'attention. Même si le sujet donc là est important pour une personne, qui a la capacité plus ou moins donc là d'évaluer la crédibilité, l'abondance d'informations fait que donc là, il n'a pas le temps, il manque de temps donc là pour pouvoir donc là mesurer, évaluer. Et là, cette absence de temps, ces limites de l'attention donc là constituent donc là rend cette personne-là donc là vulnérable aussi. Tous ces éléments-là aussi, et même temps, les contenus qui est véhiculé donc là, à travers les réseaux sociaux aussi, je l'avais dit, cette convocation, cet appel aux émotions. Cet appel aux émotions également, et bien également, là, on a des émotions qui sont ciblées. L'une des caractéristiques de la désinformation, des fausses nouvelles et de la propagande, c'est souvent donc, de faire appel donc, là, aux émotions donc, là, telles que la peur. Donc, voilà. Et la peur, nous savons tous que la peur donc, la prospère donc, là, au niveau des théories du complot. La peur, la colère, donc là, vous voyez, tous ces éléments-là apparaissent. Il y a vraiment un appel ici donc, là, aux émotions qui sont des émotions qui sont ciblées. Mais il y a autre aspect donc là qu'on peut trouver aussi dans les biais cognitifs. Il y a ce qu'on appelle donc là plus ou moins, il y a ce qu'on appelle la réitération. Donc là, la réitération donc là qui constitue plus ou moins l'effet d'illusion donc là d'une vérité qui fait référence au phénomène selon lequel plus nous sommes exposés à cette information, plus nous sommes susceptibles d'y croire. Vous voyez? Donc c'est essentiellement donc là et de ce point de vue là. Donc là, ce phénomène de réitération constitue donc là une chambre d'écho où se produisent donc là dans les médias sociaux également et qui ont tendance à amplifier donc là les messages. Autre aspect aussi, la pression sociale également. La pression sociale, à travers cette pression sociale, ça recoupe un peu cette idée de conformisme social qui pousse les gens plus ou moins donc là, parce qu'on a une certaine éducation donc là qui exerce donc là une pression sociale donc là sur nous, ce qui fait que ce que dit la majorité donc là, c'est parce qu'on dit donc là que tel donc là, boire donc, de l'eau de javel ou bien faire ceci, donc là, faire bouillir donc, des feuilles de baobab pour guérir donc, là, le COVID. Voilà, le groupe le dit tout de suite. Donc là, on est dans une forme de mimétisme, de suivisme, et on le fait. Et là, c'est parce que c'est ce qu'on appelle donc, plus ou moins la pression sociale qui agit donc là sur l'individu. M. Gay également l'a évoqué donc voilà, cette importance donc là, de la parole manipulée là, qui joue un rôle fondamental. Il a évoqué Breton, donc là, Breton avec l'éloge de la parole manipulée, convaincre donc là sans manipuler, mais là, avec l'avènement des réseaux sociaux et le phénomène de la désinformation, on n'est plus donc dans une logique de convaincre sans manipuler, on est vraiment dans la manipulation. Et essentiellement, Breton, il va convoquer donc l'institution, il parle donc là de manipulation cognitive. Une manipulation cognitive dans la mesure où il y a une association non fondée entre un élément affectif, parce que les émotions, et également donc un sentiment ou une image. Donc là, vous voyez, et pourtant, ce lien entre le sentiment affectif, entre l'image et la façon dont la personne pense, donc là, des fois, il n'y a aucun lien de causalité. Non. Il n'y a pas de lien fondé. Donc, c'est un peu ce que donc, Breton appelle donc, là, la manipulation cognitive. Il a également évoqué donc, ce qu'on appelle aussi le cadrage manipulateur aussi. Le cadrage manipulateur qui consiste plus ou moins à utiliser donc, des éléments connus et acceptés donc, là, par l'interlocuteur et à les réordonner d'une façon telle qu'il ne peut pas s'opposer donc, là, à cette acceptation-là. Et souvent, si vous regardez bien les théories du complot donc, là, ont une appétence par rapport à ce qu'on appelle le cadrage donc, là, manipulateur. L'amalgame également, donc là, c'est aussi donc, là, un élément donc, là, qui fait partie donc, là, des ressorts et des mécanismes de la désinformation. Vu qu'on est pressé par le temps, je vais essayer donc, d'avancer un peu plus vite. Aussi, donc là, toujours, il y a aussi, donc là, Breton a évoqué également, il a convoqué d'autres techniques de manipulation de la parole. Le cadrage abusif, les mots piégés, donc là. C'est souvent, tout à l'heure, on a évoqué donc, la notion de mésinformation. Le cadrage, les mots piégés, où c'est essentiellement de la mésinformation véhiculée par des vocables. Si on prend les vocables, donc là, tels que la démocratie, la justice, donc là,
les gens se regroupent souvent dans ces mots-là. Souvent, ces mots-là deviennent donc là, des mots donc là, essentiellement des mots donc là, qui sont piégés. Et c'est ce que Breton appelle donc la tyrannie des mots. Et dans ces mots piégés-là, donc là, c'est comme si on conditionne plus ou moins donc là, le récepteur donc là, de l'information et de l'image. On instaure en lui donc là, ce qu'on appelle donc là, le réflexe conditionné. Les rails mentaux également font partie donc là, de cette logique donc là, de la désinformation là. Dans la mesure où on a un ensemble de termes donc là, qui va fonctionner donc là, comme des rails mentaux, plus ou moins. Donc là, souvent, on va convoquer soit donc, des termes qui sont louangeux, donc là, ou soit des termes dépréciateurs, ou soit des termes qui sont neutralisants, ou donc là, qui justifient. Et également, souvent, tout à l'heure, je vais évoquer les ressorts donc là, de la théorie du complot pour montrer un peu donc là, comment cette théorie du complot-là convoque ces éléments. Alors, aussi toujours, donc vous voyez, donc il y a vraiment une palette, il y a toute une palette donc là de techniques qu'on retrouve donc là, et dans le cadre de la désinformation relative donc là au Covid, on retrouve donc là cette palette-là, hein, l'amalgame cognitif, donc le levier de la désinformation, où on va beaucoup plus convoquer donc là, des mots et des symboles donc déclencheurs d'action essentiellement. Le levier de vertu par exemple, donc là, où il s'agira essentiellement de faire accepter donc des idées en les associant avec des mots ou des symboles tenus pour bon. Démocratie, je l'ai dit, démocratie, liberté, justice. Également, donc là, des leviers poisons. Les leviers poisons maintenant, et là également, on peut les retrouver, donc là, ces leviers poisons dans les théories du complot. C'est essentiellement, quand on parle de levier, donc de levier poison, c'est des propositions donc là, qui associent, donc là, une sorte d'association donc là, avec des mauvais mots, des symboles, donc là, ou des actes qui font appel donc là, à la peur, donc là, au dégoût. Si on prend l'exemple de guerre, de mort, de fascisme, donc l'aspect immoral, par exemple, dans tous ces mots-là, donc là, vous pouvez constituer un argumentaire de ce qu'on appelle donc là, les leviers donc là, poison. Mais également, aussi, on peut avoir ce qu'on appelle donc là, les leviers donc là d'autorité. Hein? Les leviers d'autorité. Et il y a un exemple typique donc, de levier d'autorité que je vais partager avec vous. Par exemple, ça c'est là, on est dans la logique du levier, donc des leviers d'autorité. Donc là, c'est en fait une information relative donc, à la COVID qui a été véhiculée donc, là, dans les réseaux sociaux et qui fait croire que ce sont des recommandations faites par le ministère de la Santé, alors que c'est tout à fait faux. Là, on s'appuie donc sur une autorité, notamment le ministère donc, de la Communication, le ministère donc, de la Santé. Donc, là. Et souvent, quand on parle de levier d'autorité, on va convoquer donc, là, essentiellement donc, là, soit une autorité, soit un expert, donc, là, plus ou moins, et pour conforter donc, là, les propos, pour donner beaucoup plus d'assises de consistance donc, là, aux propos, donc, là, à l'information, alors que l'information est une information fausse. D'ailleurs, à la suite de la diffusion de cette information-là, le ministère de la Santé a dû réagir derrière donc, là, pour dire que, donc, là, que c'est faux. Ces recommandations-là, donc, là, ce ne sont pas des recommandations qui émanent du ministère de la Santé, c'est faux. Et c'est un peu donc là. Et là, vous voyez, donc attention, le ministère de la Santé et de l'Action sociale précise que ce message ne provient pas de ces services. Donc, vous voyez, donc là, une remise en cause, donc là, que vous dites que c'est un fake news. Là, on est dans ce qu'on appelle donc là un levier d'autorité, donc là, ou de témoignage, où essentiellement, il s'agira donc là pour donc là, celui qui veut manipuler donc là l'opinion publique, donc là, va employer donc là ce qu'on appelle des voies de l'expérience, donc ce qu'on appelle donc là les voies de la connaissance, donc un expert. Ce qu'on appelle donc, on va exploiter également la voie de l'autorité, va également donc là faire recours donc là ce qu'on appelle donc là le recours au témoignage de personnalités ou d'institutions. Par exemple donc là c'est l'OMS qui l'a dit. C'est donc là c'est le ministre de la Santé qui l'a dit. Là également on voit ce qu'on appelle donc là plus ou moins donc là des leviers d'autorité. Ok. Maintenant, ça, c'est un peu donc, par rapport aux théories, donc, aux théories du complot. Tout à l'heure, le collègue Ndiaye, dans sa prise de parole, donc, là, elle a évoqué les théories du complot donc, là, qui fleurissent, qui essaiment les réseaux sociaux. Essentiellement, on pourrait se poser la question de savoir donc, là, c'est quoi la théorie du complot essentiellement. Mais si l'on veut vraiment faire simple, donc, là, c'est dire que c'est une théorie donc, là, qui repose essentiellement sur une lecture biaisée, on parle toujours donc, de cadrage biaisé, l'étude biaisée donc là, des faits historiques et des faits d'actualité, essentiellement. C'est un contre-discours. J'avais dit tantôt dans ma prise de parole antérieure, donc là, il y a une remise en question donc là, de la parole officielle. Il y a un contre-discours qui prétend plus ou moins donc, que les événements sont secrètement orchestrés donc là, par des gens. Il y a des gens qui sont cachés derrière qui tirent des ficelles. Vous voyez, donc là, c'est un peu donc, de ce point de vue-là que les théories du complot prospèrent, essentiellement.
Donc, et également, l'une des caractéristiques des théories du complot, c'est de dire que voilà, rien n'arrive jamais au hasard, rien n'arrive jamais au hasard. Voilà. Essentiellement, donc, que tout ce qui se passe, donc là, forcément, donc là, il y a des liens derrière, il y a des liens de causalité. Et souvent, ce sont des arguments donc là, tirés par les cheveux. Voilà. Ce sont des arguments tirés par les cheveux. Rien n'a pas été qu'il apparaît. Donc voilà, ils ont besoin souvent d'une thèse officielle qui vont prendre, donc là, ils vont en prendre le contre-pied. Et ils diront que tout est lié. Et étant que tout est lié, mais de façon occulte. Et ce qui fait que les théories du complot, essentiellement, ils vont lier donc là, entre eux des faits qui n'ont pas de rapport. Ils vont lier des faits qui n'ont pas de rapport. Donc voilà, en usant essentiellement, M. Gall a dit tantôt, l'analogie, la confusion, donc voilà, entre cause et corrélation. Donc voilà. Et si souvent deux faits donc là, se produisent de manière simultanée ou de manière rapprochée, tout de suite, ils vont faire le lien. L'un est la cause essentiellement de l'autre. Et de ce point de vue-là, le complot, il peut être posé comme étant comme un fait certain. Son scénario est écrit plus ou moins d'avance. Donc voilà. Et souvent, si on regarde, à bien y regarder, on se rend compte que les éléments ne cadrent pas toujours. Donc là, et souvent, on est dans la manipulation. Tantôt, M. Ndiaye a évoqué l'importance de l'éducation aux médias. Parce que donc, ces théories du complot, souvent, ceux qui y croient, essentiellement, j'ai tendance à penser qu'il y a une déchéance donc là, de l'esprit critique. Parce qu'il faut quand même un peu de recul. Cette déchéance de l'esprit critique, donc là, c'est un peu plus ou moins le caractère de tout ce qui donc là, élabore les théories du complot et tout ce qui y croient. L'absence donc de regard critique. Il faut être critique, prendre la distance par rapport à l'information. C'est important. Mais également, je vais maintenant en finir avec certains aspects également de la rhétorique du complot, essentiel pour faire remarquer que donc, plus ou moins quatre aspects. Premièrement, je l'ai dit tantôt, rien ne serait donc là, rien n'est dû au hasard. C'est un peu de ce point de vue-là qu'on élabore les théories du complot. Rien n'est dû au hasard. Donc là, un accident, donc là, une catastrophe, donc là, est toujours lié à quelque chose. Des éléments qui sont souvent imaginables sont additionnés pour donner l'impression d'une somme importante d'informations. Vous voyez? Et c'est un peu donc là ce que illustre ce schéma. Donc là, vous voyez donc la naïveté qui est là. Donc les autres sont naïfs. Donc voilà. On le cache derrière, donc là, plus ou moins, et je l'ai appelé donc un cheval de Troie bancal. Donc voilà. Et c'est à travers ce cheval de Troie, plus ou moins, que les conspirationnistes donc là, essaient donc là, plus ou moins, de disséminer donc là, la désinformation. Que rien ne se fait au hasard, mais également, l'une des caractéristiques également donc là, de la théorie des théories du complot, et donc là, c'est plus ou moins donc, dire que les apparences sont trompeuses. On est toujours dans la logique de la naïveté. Les apparences sont trompeuses, essentiellement. Que la vérité est ailleurs. Ce qu'on vous dit, la version officielle n'est pas la bonne version. Donc voilà, il faut croire en une version alternative, une autre version. Et là, de ce point de vue-là, les complotistes, souvent, ils sont convaincus qu'il y a un sens caché. Il y a un sens caché derrière donc, la réalité apparente et le discours officiel. Et donc, vous, cette idée de remettre en cause ce discours officiel-là, parce que donc là, ils perçoivent plus ou moins qu'il y a un sens caché. Ils affirment donc là, ils doivent plus ou moins ils affirment que plus ou moins que se distinguer du reste de la population, parce que les autres sont naïfs. Vous voyez? Autre caractéristique également donc là, de la théorie, donc, des théories du complot, essentiellement, le complotiste plus ou moins peut se présenter comme un citoyen engagé contre une manipulation. Vous voyez, donc là, toujours par rapport, il se positionne contre donc là, la posture, contre la posture officielle. Donc, il est engagé contre la manipulation et qui profite forcément donc là, de quelqu'un et qui le manipule. Donc, voilà. Et donc, étant donné qu'il y a un mensonge donc, là, que vous devez véhiculer la parole officielle, lui, il est là un peu donc, là, pour établir donc, là, la vérité. Vous voyez? Autre aspect également, aussi, donc là, M. Ndiaye l'a évoqué dans sa prise de parole quand il parle de parodie. Mais ici, dans la rhétorique complotiste, ce n'est pas la parodie, mais c'est l'ironie. Là également, on convoque ici. Les complotistes également peuvent convoquer également l'ironie aussi, pour décrédibiliser toujours les thèses officielles. Donc voilà, c'est comme si on est donc là en face de deux postures. Donc là, la thèse officielle et la thèse des conspirationnistes. Donc il faut tout le temps démanteler donc là, c'est la thèse officielle. Et là, on va convoquer donc là l'ironie pour mieux faire passer. Donc là, c'est la pilule qui est enrobée qui permet de faire passer donc là, le message. Et de laisser penser que ce qu'on dit donc là est vérifié. Voilà un peu donc là ce que je voulais partager avec vous donc là pour un peu donc
évoqué donc là, à la fois ces laboratoires, donc la désinformation, mais également les ressorts. Les ressorts, on est pressé par le temps, donc on aurait pu développer davantage, mais voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport donc là, à ces ressorts et mécanismes donc là, de la désinformation. C'est le SEC? C'est le SEC, est-ce qu'il est connecté? Est-ce que c'est Oui, le m'entend? je suis connecté, oui, je vous entends. Oui, oui. Est-ce qu'on peut aller rapidement donc là avec oui, bien sûr, bien sûr. Le troisième module, donc là, sur informer en temps d'incertitude, les exigences professionnelles pour un journaliste de responsable. Tout à fait. Merci. Merci, professeur. En fait, je voudrais simplement faire un petit retour en arrière par rapport à